Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie du bilan où je vais vous présenter les livres que j'aurai toujours en possession avec moi ou que j'ai emprunté à des amis. Donc, je pouvais me permettre de le faire après le précédent bilan parce que j'ai pas de délai, disons de date limite pour remettre ces livres-là que j'ai empruntés. Donc, c'est ça que je fais aujourd'hui. Juste petite notice esthétique, mes cheveux sont très foncés, pas parce qu'ils sont gras, mais parce que je reviens de la piscine. Donc, ils sont mouillés et je les ai simplement attachés. Alors, pensez pas que j'ai pas d'hygiène, c'est quand même important à mentionner en vidéo quand même. Ceci étant dit, on va commencer. J'ai malheureusement deux petites déceptions ce mois-ci, mais évidemment, tous les livres de la Terre peuvent pas me plaire, donc c'est bien humain et normal que j'en ai. Je vais donc commencer par la première et ensuite je vais y insérer des livres que j'ai bien aimés pour équilibrer le tout. C'est moi du futur, quelques minutes après que j'avais fini de filmer la vidéo. Dans le fond, j'avais oublié de vous parler de l'horaire de mes vidéos, de leur sortie en fait pour les mois à venir, dans le fond durant l'année scolaire, parce que là j'entends ma deuxième session à l'université et l'horaire des vidéos va changer bien évidemment parce que l'année passée j'ai pas été capable de vous offrir 2 ou 3 vidéos par semaine. Donc pour cette session-ci, du moins, je sais que je vais être capable de vous offrir un minimum de 1 vidéo par semaine. Si je fais un jour 2 petites vidéos, ben je vous en mettrai 2 par semaine, mais sinon ça va être une vidéo de longueur standard de ma chaîne par semaine. Donc voilà, vous voilà avertis pour ce nouvel horaire. C'est tout ça que je voulais vous dire, donc on retourne au bilan. Durant mon voyage à Hawaï, j'ai apporté avec moi quelques livres, dont Ruby Red de Kerstin Gier, qui est une auteure allemande. Donc c'est un livre originellement écrit en allemand qui a été traduit par la suite en anglais. J'ai lu la version anglophone, donc je vais vous en parler très brièvement et je vais vous renvoyer à la vidéo vlog de voyage où j'en parle plus en profondeur, simplement pour pas répéter en longueur 2 fois les mêmes choses sur le même livre. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait partie d'une famille assez spéciale parce qu'il y a un pouvoir qui réside dans cette famille-là, c'est celui de voyager dans le temps. Et c'est pas toutes les femmes de la famille qui vont l'avoir parce qu'effectivement ça touche que les femmes. La protagoniste principale va penser que c'est sa cousine à côté qui est élue, mais en fait non, c'est elle et elle sait pas trop quoi faire avec ce pouvoir-là parce qu'elle a pas été préparée. Donc voilà, elle va se retrouver un peu dans le pétrin et là ça va être l'évolution de son parcours, de ses missions dans le temps qu'elle doit remplir. C'est un synopsis assez intéressant. Malheureusement, c'est un des livres que je n'ai pas apprécié parce que moi j'ai l'impression dans ma lecture que j'étais pas le public cible et je l'ai ressenti. Je trouvais certains passages, plusieurs passages trop enfantins, adolescents pour moi. Je trouvais les réactions de la jeune fille, ça me touchait pas en fait, ça venait pas me chercher, je pouvais pas me représenter dans le personnage principal, même si elle a le même âge que moi quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai moins aimé parce que je sentais vraiment un décalage entre le niveau de l'histoire et moi où je suis rendue dans l'histoire que j'aime lire. Donc c'est principalement pour ça, sinon il n'y avait pas de péripéties trop longues ou mal construites ou quoi. C'était divertissant, c'est juste que ça m'a vraiment pas touchée, j'ai pas développé d'attachement vers le personnage principal. Donc c'est pas un mauvais livre, je vous encourage à aller lire. Pour quelqu'un qui débute dans le livre du voyage dans le temps, dans le livre fantastique, qui est au début de l'adolescence, ça peut être super intéressant, ou qui a peut-être moins d'expérience de lecture aussi, ça peut être super intéressant. Voilà, mais pour moi, ça l'a pas fait malheureusement. Ensuite de ça, je me suis lancée dans la volumineuse trilogie ici, donc je vous présente les 3 en même temps, qui s'intitule Elana. Donc c'est écrit par Pierre Bottero, publié chez Rajo. Et puis je vais vous montrer les 3 couvertures rapidement parce qu'ils sont très jolis. Donc c'est un dessinateur français qui a fait les dessins, il s'appelle Jean-Louis Thouard. Il est très talentueux. Donc ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Et ce qui est chouette, c'est que quand on ouvre les pages couverture comme ça, l'image elle continue. Donc on peut vraiment s'amuser à aller voir un peu à quoi ça ressemble de tous les côtés du livre. Et puis voilà. Donc le premier tome c'est Elana simplement, le deuxième c'est L'envol et le troisième La prophétie, parce qu'il va y avoir une grosse prophétie qui inclut Elana là-dedans. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas elle qui est le personnage comme important ou quoi de la prophétie. Elle en fait partie, elle est essentielle, mais c'est pas elle qu'on vise. Comparé à, mettons, à Harry Potter, où c'est vraiment lui qui est visé principalement avec Voldemort. Donc, pour Elana, un peu le résumé de l'histoire, c'est celle... D'abord, c'est un roman jeunesse, hein, à spécifier, mais j'aimerais ajouter une autre spécification. Roman jeunesse, certes, mais
roman pour les adolescents, roman pour les adultes, roman pour les jeunes adultes. Tout le monde peut aimer Elana, c'est juste trop merveilleux. Donc, pour le résumé de l'histoire, c'est celle de la jeune Elana qui est en voyage avec ses parents qui veulent aller s'installer sur une nouvelle terre. Sauf que pour ce faire, ils doivent passer des chemins assez dangereux et malheureusement, ils se font attaquer dans un de ces chemins dangereux. Les parents meurent, c'est pas un punch, c'est au début de l'histoire, et Elana se retrouve seule. Elle se fait adopter par des tout petits nains qui vivent dans une forêt gaiement à manger des framboises, à grimper après les arbres. Mais ces petits nains-là, justement, ils grimpent après les arbres vraiment bien. Ils courent, puis ils se fatiguent jamais. Donc, Elana est élevée à devenir une fille forte et qui n'a pas le sens du danger. Donc, un jour, elle se rend compte que c'est une humaine et non pas un nain. Et puis, parce qu'elle grandit, hein, elle devient plus grande que tout le monde. Donc, elle part à la recherche de ses parents. Parce qu'elle sait qu'ils sont morts, mais elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, voilà. Alors, on va suivre le parcours d'Elana qui va découvrir un peu le monde des hommes. Et principalement, on va voir sa rencontre avec un mystérieux monsieur qui va lui faire découvrir un nouveau monde, le monde des marches-ombres, comme c'est écrit ici. Le pacte des marches-ombres. Voilà. Voilà pour le résumé de l'histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, une des choses que j'ai beaucoup aimé, parce qu'il y en a tout plein, c'est la poésie que met Pierre Bottero comme étant la poésie des marches-ombres. Parce que, certes, s'ils sont des genres de ninjas hyper puissants, ils ont aussi une manière de penser, là, vraiment une culture intellectuelle très intéressante. Au début, j'aimais pas du tout, mais pas du tout, la poésie des marches-ombres, parce que c'est le genre de poésie où c'est juste des mots qui sont lancés comme ça. Et moi, je suis snob au plus haut point envers ça, justement. Et puis, plus j'avançais dans ma lecture, plus j'apprenais à connaître les marches-ombres, comment ils pensent, comment ils vivent, qu'est-ce que c'est la voix. Et puis, ils m'ont convaincue, ils m'ont fait rentrer dans leur monde. J'ai eu l'impression de pouvoir comprendre les marches-ombres. Et là, j'ai compris leur poésie et j'ai pu apprécier leur poésie. Puis après un volume facile, j'avais plus de haine, hein, vraiment véhémente envers cette poésie. Je la trouvais magnifique, je la trouvais touchante et tout. Donc c'est un complet revirement de situation envers cette poésie. Comment est écrite la narration, le reste de l'histoire, c'est très beau aussi. C'est fluide, comment les événements s'enchaînent et comment on y insère en même temps la pensée des personnages qui sont forts. Ben c'est super beau cette écriture-là. Et ça donne des messages forts aussi, plein de symboles et tout. Et j'ai aimé suivre justement les pensées d'Elana, qui est un personnage très très fort. Le modèle un peu mainstream du personnage féminin fort, c'est Hermione. On est d'accord. Ben Elana, c'est comme, elle est plus détachée et plus libre en ce sens qu'Hermione, parce que justement, Elana se dit, je ne dois dépendre de personne pour vivre ma vie, quoi, pour progresser et tout. Et j'ai adoré découvrir un personnage comme ça. Et moi, à la fin de la trilogie, j'ai pris certaines des pensées, des valeurs d'Elana et j'essaie de les appliquer dans ma vie aujourd'hui et je suis très sérieuse. Je pourrais pas plus vous conseiller de lire ces 3 volumes, hein, un à la suite de l'autre, sans arrêt. Il n'y a pas juste Elana qui est un personnage fort, développé, nuancé et intéressant. Les personnages secondaires qu'on prend le temps de développer, hein, je mentionne, sont très intéressants également. Et c'est un coup de cœur, bien évidemment. Un peu comme le stéréotype, mon préféré, c'est le premier tome. Et les 2 autres restent très très bons, on s'entend. Et puis voilà, merveilleux moment. On entend souvent parler de Pierre Bottero comme quelqu'un de talentueux qui a fait des bons livres. Ben, je confirme à mon tour. Ensuite de ça, on passe à la deuxième et dernière déception du mois. Donc, il s'agit de La princesse qui n'avait plus rien de Shannon Hale, publié chez Pocket Jeunesse Littérature. La couverture, lui, un petit peu, hein, fait que c'est très joli. J'adore cette image, elle est très très belle et elle représente bien quoi le personnage principal, un des personnages secondaires, etc. Et puis voilà, donc pour le résumé de l'histoire, c'est supposé en fait être une réécriture de conte. Vous me direz, c'est une réécriture de quel conte parce que je ne l'ai pas vu, mais pas du tout. Sauf un passage où ça me fait penser à Peau d'âne. C'est l'histoire de la jeune princesse Anidori Kiladra. J'aime beaucoup les noms dans ce conte-là parce que ils sont différents, puis il y a une sonorité comme orientale africaine, j'aime beaucoup. Et Anidori vit au royaume de Kildenry avec sa mère, son frère et sa tante. Et le royaume de Kildenry est adjacent à un autre très gros royaume qui est vraiment 4 fois plus gros que le royaume de Kildenry. La princesse grandit avec sa tante et non pas sa mère parce que sa mère est très occupée, c'est la reine du royaume. Et sa tante lui apprend à parler aux animaux, notamment aux oiseaux, aux oies.
et à écouter la nature. La petite fille se retrouve seule à parler à ses animaux et elle se fait prendre. Et comme c'est mal vu de parler aux animaux, eh ben, sa mère, elle décide de la marier au royaume voisin. Ce qui m'a déçue, c'est pas le fait que le restant du synopsis soit prévisible, parce que c'est une des beautés du conte, c'est que même si la base est certes prévisible, la manière que c'est raconté va changer les choses. Mais ici, c'est qu'il y avait plein de belles avenues que le livre aurait pu emprunter, que le personnage aurait pu emprunter, que l'auteur aurait pu approfondir, des belles avenues avec beaucoup de potentiel. Et ça, ce que je suis en train de dire, j'ai beaucoup lu sur Goodreads aussi, donc je m'en inspire parce que je suis aussi très d'accord. Donc à chaque fois que je pensais à côté de quelque chose d'intéressant, puis que j'espérais qu'on y revienne, ben c'était oublié pour le restant de l'histoire. Donc il y a plein de choses qui se passent là, il n'y a pas de temps noir là-dedans, il y a plein de choses qui se passent, mais on reste en surface tout le temps. J'ai détesté ça. Ça m'a tapé sur les nerfs. Voilà, petite déception. Et maintenant, on finit avec une série fantastique, merveilleuse, coup de cœur du mois que j'ai découvert d'un genre que je lis jamais. Ça fait du bien de lire des trucs nouveaux puis de sentir que t'as vraiment besoin de lire la suite parce que ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Parce que même si j'aime beaucoup lire mes classiques, je ressens pas, quand je lis mes classiques, ce goût de lire la suite puis de rien faire d'autre que de lire le livre. Donc c'est vraiment chouette. Il s'agit donc de Raven Boys de Maggie Stiefvater, publié chez Scholastic Press, oui c'est ça. Et puis Stiefvater, c'est une auteure américaine qui vit dans l'état de Virginie aux États-Unis et qui a publié d'autres romans Young Adult Fantasy, quelque chose qui vous intéresse. Et puis, elle a eu beaucoup de succès dans ses autres publications, incluant celle-ci. Donc, j'ai dit, je crois assez souvent que c'était une trilogie. C'est faux. Il y a le 4e qui sort en automne. Donc, voilà, j'ai emprunté ces livres-là à ma meilleure amie qui a une bibliothèque remplie de romans young adult et c'est elle qui m'a corrigé en me disant « Evelyne, c'est pas une trilogie, rappelle-toi. » Parce que vous savez que j'ai la mémoire courte. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'ai la mémoire courte. Donc, beaucoup aimé ce premier tome, c'est le meilleur des deux que j'ai lu jusqu'à présent. Et puis l'autre est quand même de très bonne qualité, mais lui ça reste comme un coup de cœur, Et puis voilà, donc le résumé de l'histoire, c'est celle de plusieurs personnages. Ça fait longtemps que j'ai lu une histoire avec autant de personnages, mais qu'on prend le temps de bien les développer chacun et tout. Ça fait comme une grosse bande. Et le dernier que j'ai lu qui ressemblait à ça, à part Elana, c'est Harry Potter. Donc, c'est très bien fait. Donc, l'histoire d'une jeune fille adolescente qui a 17-18 ans et qui s'appelle Blue, comme la couleur bleue, qui vit dans l'État de Virginie aux États-Unis, dans la petite ville d'Henrietta. Elle a une famille très spéciale parce que en fait, elle vit dans une maison remplie de femmes, il n'y a aucun homme. Donc, il y a sa mère, sa tante, l'ami de sa mère, l'autre ami de sa mère, etc. Et puis, ils ont tous un pouvoir psychique. Ils sont médiums et c'est d'ailleurs leur travail. Ils ont des appels téléphoniques, tu sais, avec les lignes de vie, les tarots et tout. Et elle, c'est la seule à n'avoir pas de pouvoir psychique. Et Blue, elle est vraiment dévastée par cette chose-là. Elle aimerait avoir ce pouvoir-là, mais non, elle est juste normale. Donc, elle s'efforce très fort d'être différente. Et puis, les autres personnages principaux, là, c'est 4 autres garçons. Donc, ces 4 garçons-là, ils sont potes, ils vont à la même école, ils sont potes. Bon. Donc, il y a le chef de bande, bien évidemment, qui s'appelle Gansé. Il est passionné de magie. Et puis, il n'est pas à Henrietta pour n'importe quelle raison. Gansé veut trouver un objet très important qui est magique et qui se retrouve théoriquement à Henrietta parce que Henrietta est remplie de magie. Ces 4 garçons et Blue, la jeune fille, vont finir par se rencontrer à cause de la magie et puis vont entamer ensemble une quête de cet objet que Gansé recherche. Mais j'ai beaucoup aimé les dialogues dans le roman. Ils sont épicés. La fin d'un dialogue se termine jamais comme on pense. Il y a des silences aussi très présents, puis on le mentionne. Et Stiefvater a une manière d'écrire qui rend les choses tout le temps lucides. Elle prend le temps d'expliquer, mais c'est pas trop long. Je sais que nous, les jeunes, aujourd'hui, on n'aime pas ça quand il y a un gros paragraphe de description d'un coup. Donc, voilà, c'est dispersé. Et puis justement, un point fort, c'est qu'on apprend à bien connaître les personnages aussi. C'est fou comme j'ai l'impression de connaître les 5 personnages très bien. En plus des personnages secondaires, parce que mentionnons que la famille de Blue, toute la famille de femmes, ils sont hilarantes, ils sont trop drôles. Et puis, ce qui aurait pu être une série hyper dramatique se retrouve à être une série, certes dramatique, mais avec beaucoup d'humour. Donc, ça fait un beau melting pot. J'adore ça. C'est différent,
On reste dans un thème qu'on connaît, la magie. Je veux dire, oui, une histoire de relation, d'évolution, une histoire de quête de soi aussi, parce que tous les personnages adolescents qui ont à peu près le même âge cherchent à se connaître, mais c'est pas lourd, genre qui suis-je? Non, non, c'est plus intéressant que ça. Et je suis certaine à 100% que c'est traduit en français. Donc, je me souviens plus comment ça s'appelle en français, par exemple. Je vous mettrai le titre de la traduction française dans le bas du vidéo. Et puis voilà, la couverture du deuxième, elle est magnifique. Et ça, c'est le dos. Et ça, c'est la page, comme ça. Puis ça, c'est le dos du premier. Donc, voilà pour la série. Je l'aime beaucoup jusqu'à maintenant. J'ai le 3e tome dans ma bibliothèque, dans mes livres que j'ai achetés ou reçus ou quoi. Donc ça, c'est une vidéo qui s'en vient, bref. Donc beaucoup j'aime The Raven Boys. Et je vous la conseille fortement, bien évidemment. Alors voilà, c'était tout pour ce bilan qui était prévu pour être court, mais qui peut-être, à cause de mon résumé, va devenir un peu plus long, mais c'est pas grave, au moins vous avez un bon synopsis bien détaillé, donc ça vous fait une petite histoire de la journée. Bref, j'espère qu'il y a des lectures là-dedans qui vous auront intéressé, qui auront attisé votre curiosité, que vous allez peut-être aller découvrir The Raven Boys, parce que pour ceux qui aiment les romans young adultes, bonne suggestion, et j'en entends pas parler sur la booktubosphère. Donc, ça serait un bon ajout à faire à votre pile. Merci à ma meilleure amie de m'avoir conseillé ce livre parce que j'allais pas le prendre dans sa bibliothèque, je l'avais pas vu, là, quoi. Je cherchais les livres que je connaissais déjà. Je vous souhaite à la prochaine, je vous souhaite de passer une super belle journée, des très très belles lectures et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!